Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 10 ans de réclusion criminelle requis contre Ousmane Sonko au Sénégal, poursuivi pour viol. Le leader du PASTEF était absent dans le box des accusés lors de la reprise de son procès. L'opposant a par ailleurs annoncé son retour à Dakar pour terminer définitivement le combat. Et alors que les tensions politiques sont vives au Sénégal, le pays se prépare à tenir dans 9 mois son élection présidentielle. Mary Teuw Niane, candidat à ce scrutin, est avec nous pour en parler. Et puis, situation toujours aussi chaotique au Soudan, malgré l'entrée en vigueur ce 22 mai d'une nouvelle trêve conclue entre les deux parties en conflit. Les violences persistent sur le terrain, les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ce n'est pas en restant ici, à Ziguinchor, que nous pourrons terminer définitivement le combat. Ce sont les mots prononcés par Ousmane Sonko, qui a annoncé ce 24 mai son retour à Dakar. Le leader du PASTEF, qui a par ailleurs appelé ses partisans à se mobiliser pour une caravane de la liberté. Ces propos interviennent alors que son procès pour viol s'est tenu dans le pays. Mais le principal intéressé n'était pas présent dans le box des accusés lors de la reprise du procès ce 23 mai. Une absence pour raison de sécurité, selon lui. Ce mercredi, le procureur du tribunal de Dakar a d'ailleurs requis contre Ousmane Sonko 10 ans de réclusion criminelle. S'il est jugé coupable, le leader de l'opposition sénégalaise pourrait être déclaré inéligible à la présidentielle de 2024. Une ambition présidentielle déjà compromise avec sa condamnation pour diffamation. Écoutons-le. Je commencerai par présenter des excuses au peuple sénégalais. Pas à mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont à l'origine de cette mascarade, qui n'honore pas le Sénégal. Et ce que nous voulions justement éviter, lorsque, au début de cette affaire, nous avions appelé le président Macky Sall et tous les comploteurs qui sont derrière cette affaire-là à reculer, pendant qu'il était encore temps. Non pas que nous nous considérions comme un citoyen au-dessus des lois, mais parce que nous considérions simplement qu'il n'y avait pas matière à mettre tout le pays en danger sur la base d'un complot manifeste, non assis sur des faits probants. Ce qui s'est passé hier est venu confirmer ce que je disais au peuple sénégalais, ce que j'ai dit au monde entier. On a vu hier la démonstration du complot. Hier, le complot a été mis à nu, nonobstant le fait que, à cause de leur comportement extrêmement injuste, agressif à mon endroit, lors des dernières convocations dont j'ai fait l'objet, nonobstant le fait qu'à cause de cela, je n'ai pu me rendre hier au tribunal. Parce que j'ai été très clair et je le rappelle à l'endroit de la communauté internationale. Je n'ai jamais refusé de déférer à une convocation de la justice. Mais tout le monde a vu le traitement auquel j'étais soumis à chaque fois que j'ai essayé de déférer à une telle convocation. Mon quartier est barricadé, ma famille est terrorisée, mes enfants sont privés d'école. Ma voiture est caillassée et cassée. On m'extrait de force, on m'asperge de liquide toxique pour me mettre dans des fourgons. C'est cela qui nous a amené à cette posture de dire, tant que ces comportements déviants de l'État ne cessent pas, nous ne répondrions plus à une convocation de la justice. Mais nonobstant notre absence, vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal. Mais ce qui s'est passé hier nous interpelle. Ce qui s'est passé est très grave. On n'a jamais vu autant de violations des droits de la défense dans un procès. Depuis que j'ai maille à partir avec la justice sur des dossiers fabriqués, jamais mes droits n'ont été respectés. Et aujourd'hui, si on avait une vraie justice, c'est ces comploteurs-là qui auraient dû être poursuivis. Et pourtant, j'ai déposé des plaintes depuis plusieurs mois maintenant. Gageons qu'elles ne seront jamais instruites par cette justice, par ce parquet général complètement pourri, par ceux qui doivent instruire les dossiers. Et c'est ça la réalité du Sénégal aujourd'hui. On nous dit de faire confiance à cette justice. Je suis désolé, je ne ferai jamais confiance à cette justice. Nous sommes
en face de dossiers politiques. Et comme disait le président Abdoulaye Wade, un dossier politique ne se gère pas au niveau des prétoires. Et en réaction à cette prise de parole d'Ousmane Sonko, nous recevons sur ce plateau Marie Tonia, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et candidat à la présidentielle de 2024. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soit Macky Sall recule, soit on lui fera face pour en finir. Monsieur Niane, comment interprétez-vous ces propos énoncés par Ousmane Sonko? Chaque leader politique choisit sa stratégie, choisit ses moyens de combat. Nous, Mouvement pour la transformation nationale, notre stratégie, c'est la paix. Notre stratégie, c'est de convaincre les Sénégalaises et les Sénégalais que leur carte d'électeur est la meilleure arme pour faire partir le régime du président Macky Sall, comme ça a été le cas en 2000 avec le président Abdou Diouf, comme ce fut aussi le cas en 2012 avec le président Abdoulaye Wade. Nous pensons que les Sénégalais sont des hommes et des femmes intelligents et qu'il est important, voyant la situation politique actuelle créée par le président, par son obstination à ne vouloir pas dire qu'il n'est pas candidat, que cette situation est inacceptable pour notre pays. Et ce qui s'est passé mardi dernier, c'est un Sénégal dénudé, c'est un Sénégal, nous avons eu tous honte devant l'opinion publique internationale, devant les étrangers qui vivent parmi nous, devant nos enfants, devant les parents, de voir ce qui, en toutes circonstances, n'aurait pas dû être dénudé, se retrouver sur la place publique. Et sans aucun doute, le président Macky Sall portera une lourde responsabilité en cela. Vous avez parlé de son silence sur ses ambitions présidentielles. Pourquoi est-ce qu'il entretient ce mystère? Quand est-ce qu'il pourra briser ce silence selon vous? Vous savez, en Afrique, la parole donnée, l'éthique de la parole donnée fait partie de nos fondamentaux. On dit même avant que c'était plus important qu'un accord signé entre Africains et Européens ou entre Africains. Et quand vous voyez ces militants, ces responsables, organisés sur tout le territoire national, des meetings, des manifestations, pour dire il est notre candidat, pour dire même ce n'est plus un deuxième mandat, mais c'est un second quinquennat. Et cela veut dire quoi? Que le président s'apprête, se prépare, et sans doute pour légitimer cela, il a convoqué ce dialogue politique qui n'en est pas un. Et nous pensons, l'intérêt des Sénégalais aujourd'hui, c'est leur vie quotidienne. Justement, ce dialogue politique, c'est pour jouer la carte de l'apaisement, selon vous? C'est pour ça que vous avez décidé de ne pas y participer? Vous savez, nous avons dit non parce que nous pensons que le préalable au dialogue politique, c'est de dire publiquement, le président Macky Sall dit publiquement que le 25 février, il ne sera pas candidat. S'il le fait, évidemment, il y aura un apaisement. Et je pense que beaucoup de personnes pourront participer au dialogue politique. Aujourd'hui, ceux qui y participent, ce sont les éclopés de Macky Sall, c'est-à-dire les personnes qui ont été sanctionnées par le président Macky Sall et qui ont besoin qu'il les sauve pour qu'ils puissent se présenter. Donc vous êtes d'accord avec les propos d'Aminata Touré, c'est une manœuvre politique? Pour moi, c'est une simple et pure manœuvre politique pour légitimer sa candidature. Parce que lorsqu'il aura permis à ces messieurs à qui il avait interdit d'être candidat de se présenter, eux-mêmes fermeront les yeux pour légitimer sa troisième candidature. Le porte-parole de la présidence, Yoro Dia, a indiqué que ce ne sera pas qu'un dialogue électoral. Concrètement, ça veut dire quoi? Quel est l'enjeu de ce dialogue? Vous savez, le dernier dialogue avait été intitulé un dialogue politique. On y a parlé d'économie, on y a parlé de social, mais en réalité, c'était rien d'autre qu'une manière d'envelopper, d'embellir cela. Et je pense que ce sera la même chose, parce que M. Yerodia, je crois, a eu à dire, et il faudra qu'il s'en explique, que le président Macky Sall ne peut pas et ne devrait pas avoir un troisième mandat. Aujourd'hui, je pense
le Sénégal, les familles sénégalaises ont un mal-vivre terrible parce qu'au-delà des infrastructures routières, ferroviaires et autres que le président a fait, c'est manger, c'est se soigner, c'est envoyer ses enfants à l'école, c'est avoir de l'eau et de l'électricité, c'est pouvoir cultiver toute l'année, c'est avoir des vaches qui produisent du lait. C'est ça aujourd'hui qu'ont envie les Sénégalaises et les Sénégalais. Et ce n'est pas ce que leur offre le président de la République. Ancien ministre, vous avez officialisé votre candidature à la présidentielle en mars 2023, et ce après avoir démissionné de la présidence du conseil d'administration de Petrosen. Vous avez aussi créé votre parti, le Mouvement pour la transformation nationale. Pourquoi avoir pris vos distances avec le pouvoir? Très simplement, c'est ce que tout le monde constate, la perte des valeurs. Nous sommes dans une situation d'hésitation du président de la République, de tenir sa parole. C'est le fait que nous sommes dans le monde de la connaissance et qu'aujourd'hui au Sénégal, mais je ne dirais pas seulement le Sénégal, c'est toute l'Afrique, où la connaissance, la science, la technologie, l'innovation ne sont pas promus et pris en compte. Et enfin, c'est la paix. On ne peut rien développer sans la paix. Et c'est pourquoi nous avons construit un programme autour du bien-être des populations et autour de 4 piliers: les accès universels, l'alimentation, l'emploi et l'industrialisation. Donc ce sont les piliers de votre programme en tant que candidat. Exactement. Et le cadre de vie. Les accès universels, c'est l'école, c'est la formation professionnelle, c'est l'alphabétisation des populations, c'est l'accès à l'eau, l'électricité et l'Internet, c'est la santé pour tous et l'équité sanitaire, et en même temps l'accès à l'habitat et la modernisation du village. L'alimentation, c'est amener 12 mois sur 12 l'eau au niveau des campagnes et permettre une agriculture diversifiée. C'est faire l'insémination artificielle de toutes nos vaches pour qu'on soit autosuffisant en lait. C'est utiliser le pétrole et le gaz pour industrialiser le Sénégal et créer la sidérurgie. Enfin, c'est de vivre dans un cadre agréable, d'avoir des villages propres et en même temps des villages avec les infrastructures qui retiennent les populations dans les campagnes et qui, en définitive, fait en sorte que vivre à la campagne est quelque chose d'intéressant et quelque chose de valorisant. Vous avez parlé tout à l'heure d'éducation en tant que, de par votre expérience en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau des carences, au niveau du système éducatif sénégalais? La base, vous allez à l'école, vous n'apprenez pas dans votre langue maternelle. Le Sénégal est un pays profondément religieux, vous n'apprenez pas vos religions à l'école. Enfin, vous n'apprenez pas vos valeurs de culture et de civilisation. Ça, c'est le premier fondement, la première erreur à corriger. La deuxième, c'est promouvoir la science, la technologie et les métiers. Nous devons, parce que nous sommes un pays en développement, nous devons former les jeunes, nous devons rendre honorable le fait de choisir des études vers un métier. Et enfin, plus on avance, il faudra qu'on intègre le numérique, qu'on intègre les disciplines comme l'intelligence artificielle et autres, qui sont aujourd'hui, qui forment la dynamique de transformation du monde. Nous devons avoir un enseignement supérieur, une éducation, une formation professionnelle alignée sur nos priorités économiques. L'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, la sidérurgie, puisqu'on a dû faire l'industrie pétrolière et la pétrochimie, le numérique, puisque les Sénégalais ont beaucoup de potentiel là-dedans, et l'artisanat, et d'autres secteurs. Il faut revaloriser les métiers et l'école doit être au cœur de cela. Et le Sénégal doit devenir une école à ciel ouvert parce que nos femmes, nos mamans, nos papas, nos grands-pères qui ne savent pas lire et écrire, il faudra en 1 année, 2 années qu'ils sachent lire et écrire parce que ce sera le moyen d'avoir un pays de connaissances et un pays qui a envie de s'ouvrir tout en restant lui-même et donc de se développer. Merci beaucoup Marito Niane d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle sénégalaise de 2024. Merci.
Plus d'1 millier de morts et plus de 300 000 réfugiés. C'est donc le bilan du conflit qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Soudan. Malgré la conclusion d'une nouvelle trêve entrée en vigueur dans la soirée du 22 mai, Khartoum, la capitale, reste secouée par les tirs d'artillerie et des raids aériens. Des violences qui aggravent une situation humanitaire déjà précaire. Un sujet de la rédaction. Un regard empreint de mélancolie. Avec ses 4 enfants, Awaye Ibrahim est venu trouver refuge au Tchad, loin du conflit qui perdure au Soudan. Depuis plus d'1 mois déjà, les combats font rage dans la capitale Khartoum, des violences qui se sont étendues à la région du Darfour à l'ouest, où Awaye Ibrahim s'est retrouvée veuve. Les miliciens sont entrés chez moi. Ils ont tué mon mari et blessé mon fils. J'ai aussi été torturée, alors j'ai fui et je suis venue au Tchad. Mes agresseurs m'ont frappée avec un bâton et jusqu'à présent, mon oreille gauche ne fonctionne pas, donc je n'entends pas bien. J'ai fui avec mon enfant blessé, je l'ai porté sur mon dos. Nous n'avions même pas d'âne pour le transport. J'ai dû abandonner mes autres enfants. D'autres personnes les ont amenés ici. Ce lundi 22 mai, une nouvelle trêve humanitaire est entrée en vigueur après des négociations tenues en Arabie Saoudite entre les 2 parties en conflit. Un cessez-le-feu d'1 semaine, mais qui n'est globalement pas respecté sur le terrain. Si l'intensité des violences aurait quelque peu diminué pendant 2 jours à Khartoum, des habitants rapportent une reprise violente des affrontements ce mercredi. Et alors que les combats persistent, l'ONU et ses partenaires tentent d'assurer la réponse humanitaire, aussi bien au Soudan que dans les pays voisins. Nous avons sonné l'alarme à l'échelle internationale. Nous avons publié un nouveau plan de réponse humanitaire et avons appelé le monde à aider financièrement, à aider les gens. Selon les Nations Unies, plus de la moitié de la population soudanaise a besoin d'une assistance humanitaire, soit environ 25 millions de personnes. Pour assurer leur prise en charge, un financement de 2,6 milliards de dollars est nécessaire. Coup de projecteur à présent sur ces joueuses africaines de football qui évoluent en France. Certaines rêvent de revenir au pays et participer à des compétitions continentales telles que la CAN féminine en 2024. Notre journaliste sportif José Douglas est allé à leur rencontre. Elles sont 3, la Sénégalaise Marie Diop, la Malienne Kani Diallo et la gardienne sénégalaise Diaba Tigui Danke a joué au RC Saint-Denis qui est à une marche de la D3 de National. Il faut dire que ces 3 joueuses contribuent au succès de cette équipe de la banlieue parisienne dirigée par Paul Merthe et qui a toujours réussi à dénicher les pépites africaines pour renforcer son équipe. Elles ont chacune leur parcours. Alors j'ai commencé en 2012, j'avais 13 ans, ici en France. C'était mon premier club. Après je suis partie en Allemagne et j'ai joué 1 an et après j'ai été détectée par Eintracht Francfort. J'ai joué en Bundesliga pendant 3 ans et après je suis revenue ici en France et du coup là aujourd'hui je suis à Saint-Denis. Si j'ai fait quelques entraînements, c'est vrai que j'ai fait quelques entraînements avec la sélection. Mais ça n'a pas vraiment abouti. J'ai fait pratiquement 8 années au Paris Saint-Germain. Avant ça, j'ai débuté dans un club de quartier, dans Paris 14e arrondissement. En quittant le Paris Saint-Germain sur blessure, parce que je me suis fait malheureusement les ligaments croisés, je suis parti en D2 féminine à Aurillac-Arpajon. J'ai fait 1 année à Aurillac. Voilà, ensuite de retour à Paris, dans un club en R1 sur Paris. Et j'ai intégré l'AS Monaco. Pendant le Covid, j'ai intégré l'AS Monaco sur l'année 2020-2021. Sur l'année 2021-2022, j'étais à l'AS Cannes. Et sur cette année, je me retrouve à Saint-Denis pour jouer une excellente montée. J'ai été appelé en sélection du Mali. J'ai fait 2 ou 3 apparitions sur le banc avec eux pour commencer. Et là, je suis en cours de changement de sélection pour justement intégrer la sélection, si Dieu le veut, du Sénégal. Et elle bénéficie du coaching d'un technicien qui officie au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain et le reste de son temps, il encadre les filles du RC Saint-Denis qu'il connaît parfaitement. Alors c'est une leader née, encore une fois, c'est une joueuse qui a énormément de qualité, tant techniquement que tactiquement. C'est une joueuse qui est aussi vouée à jouer au plus haut niveau. Elle jouait devant et puis on a vu que c'était mieux pour elle de jouer côté gauche. Elle a très bien assimilé son nouveau poste. Beaucoup de qualité sur sa ligne. Elle doit encore beaucoup travailler son jeu au pied, mais c'est une joueuse sur laquelle on peut compter. Nous souhaitons bonne chance à ces joueuses.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.